Mon gendre, tout est rompu. Le chapeau de paille d'Italie, c'est ma première réplique. Je joue un beau-père et j'ai 12 ans. Donc ça va pas vraiment ensemble, quoi. C'est un père, pardon, mais il est beau-père aussi, donc il marie sa fille. Il y a un chapeau de paille d'Italie qui est perdu et toute la pièce, c'est ça. Donc c'est ma première pièce de théâtre à l'école. Et je m'aperçois, pour la première fois de ma vie, du pouvoir que l'on a d'être sur scène. J'en suis presque ému de faire rire les gens. Mais à mes dépens, c'est-à-dire que les gens rient, et moi je ne fais rien pour, je suis juste là à dire mon texte, comme on a appris à l'école, scolairement et tout, et les gens rient. Alors évidemment, il y a une dichotomie, moi, petit, 12 ans, qui dit « mon gendre, tout est rompu », mais c'est drôle, voilà, c'est naturellement drôle, et les gens rient, et donc voilà, c'est une émotion particulière de dire « tiens, je suis en train de faire quelque chose », et là, il y a un truc qui fonctionne, il y a une émotion qui passe, ou en tout cas un rire. Donc oui, ça reste quand même le théâtre. C'est mon premier atelier théâtre que j'ai fait, je sais pas, j'ai 12 ans, je sais pas en quelle classe j'étais, mais voilà, c'était ça, un atelier de théâtre avec Madame Ménard. Madame Ménard et son fils qui jouait mon gendre, le garçon qui se mariait avec ma fille. Donc voilà. On dit bonjour à Madame Ménard, oui. Et merci pour ce souvenir parce que parfait. Cette vidéo et toutes les autres que vous verrez dans ce cadre existent pour Louise et grâce à Louise. Louise, c'est une petite fille de 4 ans qui est atteinte de paralysie cérébrale depuis la naissance et pour subvenir à ses besoins, ses parents ont créé l'association Faire danser Louise. Et pour leur fille, ils ont imaginé un projet complètement fou, un festival celtique médiéval caritatif, le Lizig Celtfest. Et en plus de nombreux musiciens, il y a aussi plusieurs acteurs de Kaamelott qui ont répondu à l'appel et c'est pour ça que je suis là. Donc avant de profiter de cette interview, je vous invite à écouter le papa de Louise. Merci Sai. L'association Faire danser Louise et le Lizig Celtfest ont été créés pour Louise, notre fille, 4 ans, atteinte de paralysie cérébrale depuis la naissance. La paralysie cérébrale, c'est un handicap, c'est la première cause de handicap moteur chez l'enfant. Ça touche 125 000 personnes en France. Une naissance toutes les 4 heures. 7 millions de personnes dans le monde. L'objectif de notre festival et de notre association, c'est d'aider Louise en lui offrant de meilleurs soins et de meilleurs appareillages. C'est également de communiquer autour de la paralysie cérébrale et ainsi d'aider d'autres familles en faisant passer le message autour du partage, de la convivialité et de l'amusement. Parce qu'après tout, notre devise, c'est aider c'est bien, mais en s'amusant, c'est mieux. Vous trouverez un lien dans la description si vous souhaitez faire un don pour l'association Faire danser Louise. Je vous rappelle que toutes les vidéos que vous verrez dans ce cadre n'auraient pas été possibles sans elle et que chaque don, du plus petit au plus grand, permettra d'offrir à Louise les meilleures chances dans la vie. Merci à l'association Faire danser Louise de m'avoir fait confiance pour participer à ce beau projet et merci à vous d'avoir écouté leur message jusqu'au bout. Madame Ménard, c'est marrant parce que ça me revient là maintenant. Philippe Ménard, c'était le fils, et Madame Ménard. Merci pour ce premier souvenir. Et sauf qu'entre ce premier souvenir et ton arrivée sur Kaamelott, il s'est passé beaucoup de temps. Oui. Mais moi, j'aimerais bien savoir, parce que dans Kaamelott, surtout au tout début, il n'y a pratiquement que des proches d'Alexandre Astier. Il y a des invités qui viennent de temps en temps, mais en gros, pas grand monde ne passe de casting. Et toi, tu as passé un casting pour te retrouver sur Kaamelott. Donc j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu es arrivé sur ce casting déjà, et comment le casting s'est passé. Je suis arrivé sur un casting comme n'importe quel casting, par mon agent artistique, qui m'a appelé, qui m'a dit voilà Guillaume, il y a une nouvelle série en préparation, un garçon metteur en scène s'appelle Alexandre Astier, que je ne connaissais pas, j'étais pas lyonnais, j'avais pas vu les pièces dans lesquelles il avait pu jouer ou qu'il avait déjà mis en scène. Et la casting, je l'ai au téléphone, je crois, elle me dit non, mais viens, il n'y a pas... Normalement, un casting, on apprend un texte 2-3 jours avant, on se prépare, et puis on arrive avec le texte su, et on passe le casting, voilà. Et là, non, il n'y avait pas de texte, donc j'étais presque ravi, parce que j'ai pas une mémoire très rapide. Bref, je me retrouve là et elle me donne une feuille A4 avec le texte, voilà, comme toujours, et elle me dit tu fais le roi Burgonde, donc je lis rapidement. Il n'y avait pas grand-chose, il y avait surtout le texte de l'interprète, joué donc par Laurent Deutsch, et je vois les répliques du roi Burgonde et je vois vraiment PFFF écrit quelque chose comme ça, PFFF et des paix.
Et vraiment, alors bon, c'est détonnant, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, donc je pose la question, mais c'est quoi? Et je sens un peu, je pense, la casting un peu gênée. Ah oui, genre, je t'avais pas dit, qu'elle était évidemment au courant, que c'est un rôle sans texte, là, pour l'instant. Et puis c'était ce qu'on peut appeler une figuration intelligente, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. J'étais là, j'étais là pour jouer une fois, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc j'ai passé le casting avec cette femme qui s'appelle Angélique Luizzi, ça s'est super bien passé. Et en fait, on s'est amusé. Je me suis amusé, elle a fait que les conditions soient là pour que je m'amuse autour de ces 2-3 répliques. Donc elle faisait Laurent Deutsch, ce qui sera après Laurent Deutsch, le rôle de l'interprète et le roi Arthur. Et moi, j'éructais et je pétais et je disais quoi? Biographie. Je crois que je dis biographie. Oui, je sais plutôt ce que je dis trop dans la première saison. Et je disais biographie très attentivement. C'est-à-dire que j'étais vraiment sur les répliques des autres pour savoir quand est-ce que la mienne arrivait, quoi. C'est très scolaire finalement. Mais j'ai dû, je crois aussi que j'ai dû étonner au moment du paix. C'est complètement saugrenu, hein, cette histoire, mais le paix, évidemment, j'ai pas pété. Hein, j'avais pas mangé 1 kilo de haricots rouges la veille pour passer le casting. Donc, j'ai fait un geste de paix. Alors, je sais pas ce que c'est qu'un geste de paix, mais j'ai fait quelque chose comme ça, comme s'il était comme si ce personnage était en souffrance, quoi. Et c'est resté, ça. C'est que je me dis, tiens, ce mec, il doit souffrir quand il est malade, quoi. Donc voilà. Mais donc, j'ai passé ce casting totalement improbable. Et franchement, on m'aurait pas pris. Ça aurait pas été grave parce que ça ne m'intéressait pas forcément. C'était drôle de le faire sur le moment, mais je ne savais pas du tout où j'allais, quoi. Donc voilà. Et puis l'aventure, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai fait après avec Alexandre. Donc on va en parler de ce que tu as fait après avec Alexandre justement, parce que du coup ce casting arrive, donc tu fais ton premier épisode. Oui. Un petit mot sur ce premier épisode du coup, parce que tu rencontres Alexandre Astier, donc que tu ne connais absolument pas. Non. Tu rencontres Laurent Deutsch, que tu connais peut-être. Non, adorable. Et des gens normaux, c'est ça qui est bien. J'arrive sur le plateau, j'arrive le matin, donc à 11h, je passe le costume, on essaye les costumes avec la costumière Anne-Gaëlle Daval. Et puis, très rapidement, donc on trouve le costume du roi Burgonde, qu'elle avait avant travaillé. Et puis, on me met un grand drap, et puis on me dit, tu vas manger un grand drap pour protéger pendant que je mange. Et là, je me retrouve avec la troupe Astier, donc tous les gens qu'on connaît, que vous connaissez. Il y avait, je crois, déjà 2-3 enfants d'Alexandre qui étaient là, des petits-enfants. On mange ensemble, on dit bonjour, mais sans plus, il n'y a pas vraiment de conversation. Et puis passe le moment, on dit, il faut y aller, il faut jouer, quoi. Donc il y a un petit trac, comme toujours. Et puis moi, je m'assois sur mon tabouret on m'a mis un petit peu plus haut. Donc les gens après croient que je suis un comédien d'1m80, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. Et puis Laurent Deutsch arrive et lui on le met sur un tabouret tout bas, il est au niveau de la table. Et puis voilà, et puis action, ça tourne. Il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de... Tout est dans le moment. Alors on l'a refait, je ne sais pas, 2-3 fois. C'est assez simple, finalement. Et donc, finalement, on ne reverra pas Laurent Deutsch, alors qu'on pourrait s'attendre à revoir Laurent Deutsch après cet épisode. Oui. Mais toi, on va te revoir. On va te revoir dans un épisode pour le livre 2. On va te revoir dans un autre épisode pour le livre 3. Il y a 2 épisodes dans le livre 4. T'es pas là dans le livre 5, mais tu reviens pour le livre 6, qui se passe à Rome. Tu me refais mon CV, donc, merci. tu deviens un personnage récurrent. Oui. Et c'est un sacré CV, quand même. Tu deviens un personnage récurrent avec une réplique, avec un mot à dire dans ton premier épisode. Comment Alexandre Astier, finalement, t'a présenté le rôle au fur et à mesure des épisodes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des nouvelles consignes ou est-ce que c'était juste fais ce que tu sais faire? Et en quoi, selon toi, finalement, tu as pu t'approprier ce rôle au fil du temps? Imaginons ce personnage, il existe. Maintenant que tu te l'as approprié, quand tu pourras expliquer comment tu te l'as approprié, comment tu le présentes à quelqu'un qui l'a jamais vu, en fait, ce type du roi Burgonde, quoi? Comment tu le définirais? Je sais pas, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, je sais pas si c'est le bon, inconséquent, enfin en tout cas, on sait pas sur quel pied danser avec lui, on sait pas s'il comprend vraiment, on sait pas si... j'ai cet exemple qui est dans le film et je trouve ça finalement assez beau, mais je crois que même quand je l'ai dit moi-même, je m'en rendais pas compte. Et quand j'ai vu le film, quand il dit, Arthur, il est sur sa tour, il dit la guerre est une illusion. On se dit, oulala, mais ça y est, il a compris quelque chose, il est poète, il est déjà poète dans le premier épisode, il a déjà un gars qui lui raconte la fleur en bouquet, enfin il y a quelqu'un, il a un poète qui lui raconte, qui lui dit 2-3 vers le soir avant de se coucher, peut-être, je sais pas. Donc en ça c'est très étrange, il est en même temps, on va dire vulgaire, il pète, il s'en fout,
c'est sa façon d'être, et en même temps, il est capable de sortir de vers par-ci, par-là. Donc là, dans cette scène-là, il dit « La guerre est une illusion », on dit « Ah là là, génial », et il continue « La guerre est un salsifis ». Bon, voilà, ça cache tout. C'est-à-dire, c'est bon. Alors, et en même temps, salsifis, pour lui, ça doit vouloir dire quelque chose de très très beau. Ça signifie quelque chose à un moment donné. Donc voilà, je sais pas trop comment expliquer la chose, mais il est truculent et en même temps, je pense c'est souvent les personnages de Kaamelott sont comme ça. C'est ce n'est pas qu'une seule émotion, c'est pas qu'une seule façon d'être. Il y a deux façons de lire le personnage, quoi. Donc il est truculent et en même temps, il doit avoir une certaine sensibilité. Voilà. Quand il dit biographie et que Alexandre me dit biographie, ça doit être sa femme qu'il a perdue un jour, c'est un homme triste. Voilà. C'est un homme profondément triste. Alors j'en fais pas tout un plat. C'est Alexandre Astier qui te dit biographie, qui parle un moment, moi je suis pas un comédien qui a besoin d'avoir beaucoup d'informations pour un personnage, mais à un moment je dis biographie, je crois que c'était écrit il pleure ou voilà. J'ai ça en mémoire et je dis mais pourquoi il pleure et Alexandre je crois me dit biographie ça devait être sa femme et ça me parle tout de suite. Alors j'imagine le mec il est à cheval, sa femme derrière, elle meurt comme on pourrait mourir dans ces années-là de je sais pas quoi, d'une occlusion intestinale ou je sais pas quoi. On peut pas la sauver, il l'enterre sur place, il part, mais à chaque fois qu'il entend biographie, il pleure vraiment. C'est de la réelle tristesse, quoi. C'est juste ça. Mais c'est une anecdote. C'est juste une façon de construire ton personnage. C'est pas grand-chose. Quelle émotion mettre à ce moment-là ? Encore une fois, c'est pas grand-chose, mais toi, quand tu le joues, au moins, t'as une petite nourriture pour le jouer. Tu vois, t'as un truc qui te permet d'aller vers quelque part. Pas besoin de ça tout le temps, mais bien sûr, ça te donne une indication de jeu. Et du coup, avec cette indication de jeu, donc tu construis finalement ce rôle au fur et à mesure et sur le moment. Et moi, ce que je me demande là, tu as parlé justement quand tu as découvert Kaamelott premier volet. Dans la série, à quel moment tu as découvert ta prestation finalement pour la première fois ? Et qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation quand tu t'es vu dans la série ? Et est-ce que tu avais une petite partie de toi qui pouvait imaginer que ton personnage allait devenir culte ? Non, bien sûr que non. Alors, non, pas du tout. Alors, bon, moi, je fais pas partie des comédiens qui... je peux comprendre, mais qui, oh là là, non, je peux pas me voir. Je pense que c'est vrai des fois, mais ça me dérange pas de me voir. Peut-être je suis comme des enfants qui aiment bien se voir dans un film de famille. Ils disent, ah, c'est moi, là, je fais ci. En tout cas, ça m'intéresse de voir le travail. C'est pas ma personne, c'est de voir qu'est-ce que... Donc là, ce personnage-là, je le joue, je fais n'importe quoi. Enfin, des fois, je sais pas trop ce que je fais. Donc, ça m'intéresse de me voir après. Donc, je vois le truc et je dis, effectivement, ça correspond. En tout cas, ça correspond à ce qui est écrit. C'est quelque chose qui est complètement... qui ne correspond à rien. Il parle pas le français, il n'y a pas de communication possible. Et puis, en même temps, des fois, il dit des choses... Il vient quand même bouffer, il vient éventuellement récupérer des terres... Enfin, c'est un chef de guerre, hein, quand même, le gars. Il a des catapultes. Enfin, on les voit pas encore, mais il a des catapultes. Ils sont pas deux en bas de la tour en train de l'attendre. Ils sont 300. Donc ça, on le voit dans le film. Mais Alexandre, pour répondre à une question que tu as posée tout à l'heure, Alexandre, il ne dit pas grand-chose. En fait, c'est ça qui est formidable avec Alexandre, c'est qu'il t'a pris sur le casting. En ça, le casting est important. Il te prend sur un casting. T'es bon ou t'es pas bon. Si t'es bon, en tout cas, s'il correspond à ce qu'il veut... Après, il te fait juste aller un peu plus à droite, un peu plus à gauche, mais c'est assez fin. Il va dire, on la refait. Donc toi, si t'entends on la refait, tu dis, on va la refaire un petit peu différemment. Ou pareil, mais là, je vais peut-être un peu plus porter. Enfin, alors évidemment, s'il dit 10 fois on va la refaire, tu commences un peu à avoir peur et tu te dis, merde, c'est pas bon. Et Alexandre, donc pour le premier épisode, on sort vraiment du plateau, et il me dit... Écoute, ça s'est bien passé, je vais essayer de réécrire pour le Roi Burgonde pour une prochaine fois. Et moi, je suis très content, ça fait plaisir, mais quelque part, j'y crois pas. Enfin, je suis dans le concret. Moi, quand le téléphone sonne, là, ça devient dans le concret. Et le téléphone sonne 1 an après. Tous les ans, le téléphone sonne. Donc tous les ans, c'est la surprise de se dire... tous les ans, c'est la surprise. Et pareil pour le film. Alors, le film, encore plus. C'était pas au bout d'1 an, le film. Ah non, mais oui, alors, c'était pas au bout d'1 an, mais moi, le film, je me voyais pas du tout... Alors, je me voyais très bien après, parce que je dis, OK, c'est logique. Le mec, il est blindé de thunes. En plus, d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo, c'est que sur le film, je dis à Alexandre, je dis, mais c'est quoi ces costumes ? Pourquoi ils sont... Et Alexandre me dit tout simplement, mais Guillaume, c'est des marchands, les Burgondes.
ils sont riches, ils ont de l'argent. Alors moi, j'ai tendance à dire c'est les nouveaux riches, c'est-à-dire qu'ils sont un peu mauvais goût, ils sont flashy, ils ont tout d'un coup, ils ont du fric, donc ils dépensent tout dans les catapultes et dans le costume, tu vois. Mais tu vois, c'est des choses très simples et ça te parle. Et ça te permet de construire ton personnage sur oui, le film. Oui. Alors le costume, après, il y a des gens qui ont aimé, pas aimé. Comme dit toujours Alexandre, même s'il adore son public, il faut pas écouter le public. Il faut faire le truc que tu veux toi. Et puis après, ça passe ou ça marche ou ça marche pas. Mais ces costumes-là, c'est un parti pris finalement assez génial, quoi. Les mecs, ils attaquent en Claudette, quoi. Ils sont habillés en Claude François et Claudette, quoi. C'est complètement dingo. Tout en paillettes. On va continuer un peu sur Kaamelott derrière, mais je voulais juste faire une petite parenthèse parce qu'on a un point commun tous les deux. C'est qu'au départ, on travaille dans le médico-social. Ah oui. Donc moi, à la base, je suis éducateur spécialisé. Ouais. Et j'aimerais bien que toi, tu nous expliques en quoi consiste ton travail quand tu n'es pas sur un tournage. Et ça, je pose la question parce qu'on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble. Oui. Est-ce que ce rôle du roi Burgonde, ça a déjà créé des situations dans le cadre de ton travail Je vois où tu veux en que tu aimerais venir. bien nous raconter ou en tout cas faire partager aux gens qui nous regardent aujourd'hui? Alors, je suis pas éducateur spécialisé, j'ai jamais été jusque-là, mais j'ai un BEP social, donc j'aurais voulu devenir... on me disait ça à l'époque, éducateur socio-culturel. Je trouvais ça assez pompeux, mais bon, voilà, c'est ça que je voulais faire. Et puis finalement, j'ai assez rapidement fait du théâtre. Mais oui, il y a 20 ans, ça fait déjà 20 ans que je fais ça, je n'avais plus de travail, je venais de travailler 3 ans au Théâtre du Soleil, à Paris. Pendant 1 an, j'ai touché mon chômage, j'ai commencé à faire des petits boulots, et puis après, plus rien du tout. Et un jour, je vois passer une voiture, c'était la MAP, accompagnement pour la mobilité des handicapés à Paris. Je les appelle, ils me disent vous venez demain et vous travaillez. Genre, j'ai pas postulé très longtemps. Et là, je vais avoir ma médaille du travail. Tu vois, ça fait bizarre. Je vais avoir ma médaille du travail parce que ça fait 20 ans que je fais ça. Donc. Et donc, la fameuse petite anecdote. Donc, mon boulot, c'est de transporter des personnes handicapées, mentales, physiques, autistes, plein de choses, des vieilles dames, des vieux monsieur qui ont Alzheimer, enfin des choses très différentes. Et notamment des personnes non-voyantes. Et un jour... l'univers de Kaamelott et l'univers de mon métier se retrouvent. Je prends en charge un monsieur aveugle qui monte dans la voiture. Alors, comme je dis toujours, il répétait beaucoup les choses. Il disait mais je vous connais. Mais je vous connais. Et alors, il se tournait vers moi, comme tous les aveugles. J'ai l'impression qu'il te regarde. Et mais je vous connais, je connais votre voix, je reconnais votre voix. Je dis non, monsieur, moi je savais que je ne le connaissais pas. Je l'avais jamais vu. Lui, il me dit, mais si, je suis sûr de vous avoir déjà vu quelque part, avec ses lunettes noires et sa canne entre les jambes. Et puis, au bout d'un quart d'heure voilà, on avait 3 quarts d'heure de voyage, et puis au bout d'un quart d'heure, je lui dis, écoutez, peut-être que, vous savez, moi, je suis comédien, alors je vais dans son jeu, je dis, des fois, les gens me reconnaissent, parfois, rarement, dans la rue. J'avais pas fini ma phrase, il se retourne vers moi, il me dit, Couillère. Et alors, je dis, mais comment ça, Couillère? J'ai dit, Couillère, roi Burgonde. Mais comment ça, vous connaissez le roi Burgonde? Alors je lui dis, mais monsieur, j'ai pas la... Oui, alors oui, je dis, oui, c'est moi, mais j'ai pas la voix du roi Burgonde, je suis en train de vous parler avec ma voix, on va dire, normale. Et il me dit un truc extraordinaire que j'adore, il me dit, qu'est-ce que vous faites là? En me regardant, pas dans les yeux, mais en me regardant de mon côté. Et je dis, écoutez, voilà, je suis votre chauffeur aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je suis toujours très ému de parler de ça. Je suis votre chauffeur aujourd'hui, je m'occupe de vous, et voilà, on va aller à Porte de la Chapelle. Ça me revient comme ça, à Porte de la Chapelle, et je vous accompagne. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je comprends pas. Vous êtes pas comédien? Je dis si, mais je travaille pas assez. J'ai besoin de gagner ma croûte, de payer le loyer. Et là, alors pendant 3 quarts d'heure, il m'a sorti toutes les répliques du roi Burgonde, mais toutes les répliques de Perceval, d'Alexandre Astier, du roi Arthur. Enfin, c'était un fan absolu. Et alors, lui aussi, il devait avoir la même oreille qu'Alexandre Astier, l'oreille absolue. Il m'avait reconnu dans un taxi parisien, alors que je lui parlais normalement sans accent slave. Voilà. Cette anecdote, je l'aime beaucoup et j'avais vraiment envie je suis content que tu l'aies racontée, que ce soit la première qui te soit venue. Parce que moi aussi, j'ai une anecdote en fait qui va un petit peu avec ça. C'est qu'au tout début de ma chaîne, donc on parle d'il y a 5 ans, j'ai fait l'analyse du roi Burgonde, qui est une de mes premières analyses. Et il se trouve qu'encore aujourd'hui, 5 ans après, c'est la vidéo qui est la plus vue sur ma chaîne. Elle est pas loin. C'est incompréhensible. Elle est pas loin du 1 million de vues. Peut-être qu'elle les atteindra. Le 1 million de vues. Elle est pas loin. Il lui manque quelques milliers de vues pour atteindre le 1 million de vues. C'est des gens qui regardent 10 fois ou quoi? Et oui, il y a des gens qui me disent qu'ils l'ont regardé plusieurs fois. Et ça, si je le dis, c'est pour vraiment préciser que oui, ton personnage est culte. S'il faut une preuve de l'engouement des gens, moi sur ma chaîne, j'ai celle-là. Parce que je me dis, quand je vois ça, je me dis, mais c'est fou. Parce que quand j'avais fait cette vidéo, moi non plus, je mesurais pas à ce moment-là l'ampleur
de ton personnage. Et du coup, la question qui me vient avec ces deux anecdotes, parce qu'il y a quand même une personne qui ne peut pas te reconnaître physiquement, qui te reconnaît. Et moi, sur ma chaîne, quand on vient sur ma chaîne, une des premières vidéos qu'on va aller voir, c'est la tienne, alors que le personnage est culte, mais la vidéo a 5 ans, donc c'est pas la meilleure vidéo de la chaîne. Il y a plein d'autres grosses pointures. Il y a plein d'autres personnages, il y a plein de vidéos mieux écrites depuis, mais c'est ta vidéo qu'on va voir en premier. Comment tu vis cet engouement de la part des fans au quotidien ? Écoute, ça peut faire que plaisir. Mais alors, j'allais dire, ça serait très prétentieux. C'est pas que je suis habitué, mais figure-toi que assez rapidement, peut-être la 2e saison, comme tout le monde, un jour dans sa vie, je me suis googlisé, j'ai regardé Guillaume Briat, et tout de suite, j'ai vu Roi Burgonde. Mais moi-même, je ne comprenais pas. Ça y est, j'étais assigné à un personnage, quoi. Et en allant sur Facebook, un jour, j'étais pas du tout réseau social, je fais un court-métrage, j'ai dit ouais, les photos, on les enverra sur Facebook. Je comprenais rien à ça, je te parle de ça il y a longtemps, 20 ans, justement. Donc je m'inscris sur Facebook et je vois un groupe, là aussi, je regarde peut-être Guillaume Briat ou je sais pas quoi, ou Kaamelott, et je vois le groupe Fort en Pommes, qui étaient des fans du Roi Burgonde, pas des fans de Kaamelott, des fans du Roi Burgonde. Et moi, je me dis, mais les gens sont fous. Enfin, ils passent leur journée devant Kaamelott, ils ont que ça à faire toute la journée à regarder. Et je mets le doigt dans le truc, vraiment dans le système, puisque je like sans doute une page ou un truc, une photo. Et là, j'ai le modérateur, pas le modérateur, mais je sais pas comment on appelle ça. Le créateur de la page. Oui, voilà, qui me voit. Donc, j'étais inscrit. Pour aimer quelque chose, il faut être inscrit. Tout de suite, il voit Guillaume Briat, donc lui, il savait qui j'étais. Il me dit « Ah, monsieur Briat, j'ai vu que vous aviez liké notre page, machin, tadadada. » Et on s'est retrouvés à faire, on était une vingtaine, trentaine, à faire des soirées salsifites à la gare Montparnasse, parce qu'il y avait beaucoup de Bretons. Des soirées salsifites où on était 20-30, j'étais au milieu de tout le monde, et j'étais le mec qui avait 3 répliques dans Kaamelott, et c'était la 2 ou 3e saison, c'était rien. Donc, moi, vraiment, c'est pas du tout de la fausse modestie. Je ne peux pas dire, moi, Guillaume, pourquoi le truc a du succès. Je ne sais pas. Alors, une explication, je ne sais pas, c'est qu'il y a un côté aussi peut-être enfantin, personnage qui pète, personnage qui se permet, qui fait des choses, qui est haut en couleur. Moi, je pense qu'il marche, c'est toujours, dans Kaamelott, ce qui marche toujours, c'est les couples. En tout cas, c'est la dichotomie. C'est un personnage comme ça, et face à lui, il a le roi Arthur. S'il a le même personnage en face de lui, ça n'a pas d'intérêt. S'il a le même personnage aussi truculent, péteur ou je sais pas quoi, dit bon, ok, ça suffit. Là, Mais là, t'as un mec, un roi, très droit, qui essaye de lui apprendre le français. Enfin, la cuillère, c'est quand même tordant. Et à un moment, tu dis justement, tiens, il a compris. Cuillère, il a compris. Et en fait, non. Il soulève la cuisse de poulet, il dit cuillère. C'est les petits détails, mais c'est ça qui permet de comprendre, s'il y a à comprendre quelque chose, le personnage. Et alors, le succès, ça, la première anecdote de reconnaissance, enfin, quelqu'un qui me reconnaît dans la rue, je vais m'acheter une salade dans un Franprix à Paris. Tu vois, justement, je suis à mon boulot, et puis à midi, je m'achète une salade, et puis j'arrive à la caisse, et la caissière me regarde comme si j'étais Brad Pitt. Comme ça, un peu tremblante, une jeune fille adorable, et elle me tend, avec ma salade verte, une cuillère en bois. Déjà, t'en compte, une cuillère en bois. Et moi, comme un imbécile, je comprends pas le truc. Je dis non, je préfère une fourchette, c'est plus pratique. Donc je sors du magasin, et là, je dis mais t'es bête, t'as pas compris. Donc je reviens, et je dis ah oui, cuillère. Tu es quelqu'un qui s'est transformé sa voix, ce qui te vaut aujourd'hui justement d'être la voix officielle d'Obélix, après des grands noms quand même comme Pierre Tornade, donc c'est pas rien. Encore une fois, c'est Alexandre Astier qui t'a appelé pour incarner ce personnage. Et en France, on fait difficilement mieux qu'Astérix et Obélix quand même niveau popularité. J'aimerais bien que tu nous parles du coup un petit peu de cette expérience, comment on s'investit dans un rôle uniquement par la voix. Et en gros, j'ai l'impression que t'aimes faire ça. Donc qu'est-ce qui change par rapport à un rôle où tu vas l'incarner physiquement ? Il se trouve que le Roi Burgonde, c'était un physique justement, et comme il n'y avait pas beaucoup de texte, c'était pas mal un physique. Donc effectivement, il y avait la voix, mais là, tout d'un coup, il n'y a plus que la voix. Et Alexandre m'a choisi, on a d'abord essayé, parce qu'il s'est dit, tiens, Guillaume, dans la vie courante, il n'a pas la voix du roi Burgonde, il a essayé, il a trouvé quelque chose. Donc on pourrait faire pareil avec Obélix, on pourrait essayer de le faire travailler Obélix. Donc moi, là aussi, un grand étonnement, toujours la fidélité d'Alexandre Astier, qui quand même, j'ai beaucoup de chance.
me propose le rôle, mais alors je ne suis pas tout de suite validé, comme on dit. Donc on fait, je ne sais pas combien, peut-être au travail, peut-être 1 semaine, 2 semaines, sur 3 mois. On fait ce qu'on appelle des voix maquettes, c'est-à-dire que je commence à répéter sur des... alors, c'est pas de la synchro, donc c'est le texte, on a un texte, on a un pupitre. Et puis je m'exerce, donc un peu plus, un peu moins, on se marre, moi j'en fais des tonnes, parce qu'évidemment je veux être au niveau de... c'est pas que Pierre Tornade en fait des tonnes, mais Pierre Tornade, naturellement, il est là, quoi. Et moi je suis un peu timide encore, donc il faut y aller, et puis voilà, on finit par trouver quelque chose, en tout cas eux finissent par dire, ça nous va, eux c'est-à-dire Alexandre Astier et Louis Clichy, qui lui est on va dire le concepteur des dessins, tout ça. Et puis un jour, je suis validé. Voilà, un jour, je suis validé et il se dit, voilà, c'est toi qui es pris. Donc tout ça, c'est un processus un peu spécial. C'est-à-dire que tout d'un coup, on m'appelle, déjà Alexandre m'appelle, me propose ça. Je dis, mais c'est pas possible. Obélix, c'est l'enfance de tout le monde. Donc c'est mon enfance. Moi, c'était vraiment Obélix que je préférais. Je préférais le rond Obélix que Astérix. Et qu'on me propose ce personnage, et puis tout de suite, en fait, quand on vous propose ce genre de choses, je ne sais pas comment sont les autres comédiens, mais moi je pense tout de suite la capacité à le faire, ou pas, là, évidemment, on pense tout de suite à la capacité ou la non-capacité de le faire. Là, on est en confiance, on est avec un mec qui s'appelle Alexandre Astier, qui vous dit, si je t'ai appelé, c'est que je pense que tu peux le faire, et il a raison. C'est pas que je le pense moi, mais il a raison. C'est-à-dire qu'il a raison parce que c'est un processus de travail, voilà, comme n'importe quel travail. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, mais il vous met en condition d'une manière extrêmement, j'allais dire aimable, mais en une relation de confiance professionnelle, et il vous amène à ce qu'il voudrait. Et voilà. Alors après, il y a des gens, évidemment, ce que je comprends tout à fait, qui adoraient la voix de Tornade. Après Pierre Tornade, il y avait Jacques Frantz, qui faisait la voix de De Niro aussi, qui n'était pas n'importe quelle pointure non plus. Donc, quand on passe après ces gens-là, c'est juste cet exercice qui est difficile, c'est que c'est pas une vraie création de voix, puisqu'elle est déjà là, la voix. Donc, il faut faire pareil, mais avec sa voix. Et ma voix, elle a un grain particulier. Enfin, voilà. Le prochain Obélix, ça sera encore autre chose, etc., etc. En parlant de voix, c'est quoi ta réplique préférée du roi Burgonde? Alors, j'imagine que c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de répliques qui sont... En fait, toutes tes répliques sont cultes aujourd'hui, donc c'est très difficile de la choisir. Mais du coup, ma question, c'est pas en tant que fan de la série quelle est ta réplique préférée, c'est en tant qu'acteur, laquelle tu as le plus aimé jouer ou le plus aimé découvrir à l'écran? Alors, c'est deux choses différentes, donc il y aura peut-être deux phrases. Réponses. Évidemment, le monologue du roi Burgonde, c'est un bien grand mot, mais la fleur en bouquet, fan n'est jamais ne renaît, ou alors... ça y est, j'ai un trou de mémoire avec l'autre phrase. Mais alors, cette phrase-là, elle est quand même particulière, parce que c'est un peu comme ça, la poésie burgonde qui intervient, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi il sort ça, on peut comprendre, donc il a été coaché par un poète, je ne sais pas. Et puis l'autre phrase, évidemment, que j'ai découvert plus en regardant le film et en comprenant quelque chose, en faisant un film sur cette phrase-là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la guerre est une illusion, point, 3 petits points plutôt, la guerre est un salsifis. Voilà, j'aime beaucoup ces deux trucs-là où tout d'un coup on se dit, tiens, il est sérieux le mec, il a compris quelque chose, et puis cette deuxième phrase, la guerre est un salsifis, où là on dit, bon, alors ok, est-ce qu'il comprend bien ce qu'il dit, est-ce qu'il sait bien où il est voilà, donc, mais au moment où je le fais, j'ai je sais pas combien d'hectares autour de moi, je suis censé regarder Kaamelott, il y a du vent, donc je suis même pas dans la phrase. Alors il y a le plaisir du jeu, mais je m'aperçois même pas de ça finalement, c'est bizarre. Voilà. Il y a un truc que je trouve intéressant en fait, parce que tout à l'heure tu disais, par exemple, tu donnais l'exemple de la cuillère, où il monte cuillère, tu dis il comprend. Après, moi, de la phrase, il comprend pas. Donc finalement, c'est marrant parce que la première anecdote qui t'est venue, c'est ce côté où on voit il comprend. En fait, non. Non. Et vraiment, dans le film, c'est la même chose. On réexplique au nouveau spectateur, il comprend. Ah ben en fait, non. Et c'est vrai que ça joue énormément finalement sur le ressort comique de ce personnage. C'est toujours ça en fait. C'est-à-dire que le roi Arthur sait jamais s'il s'est bien fait comprendre ou pas. À un moment, il peut croire et puis en fait, non, ok, d'accord. Cuillère, poulet. Il est pas, et voilà, il est très, c'est une savonnette, le roi Burgonde, tu sais pas trop. C'est exactement ça. Comment le prendre, quoi. D'ailleurs, dans mon analyse du roi Burgonde, dont on a parlé tout à l'heure, j'avais formulé une théorie. Alors, une théorie qui est plus pour la blague qu'autre chose, selon laquelle il n'était pas si bête que ça.
et qu'en fait, il considérait Kaamelott comme un bon resto pour manger gratis. Oui. Alors, évidemment, c'est une blague. Évidemment, il y a une armée derrière. Mais du coup, ça me donne envie de te poser la question. Vraiment, selon toi, qu'est-ce qui... Justement, on n'arrête pas de te dire depuis tout à l'heure, on a l'impression qu'il comprend, mais en fait, non. Et bien, selon toi, qu'est-ce qu'il comprend à peu près de ce qui se passe autour de lui? Et en gros, j'ai envie que tu me parles de l'intelligence du roi Burgonde, même si c'est peut-être un grand mot. Qu'est-ce qu'il comprend de tout ça, que ce soit dans la série ou dans le film, selon toi? Moi, je pense que ce qu'il comprend, c'est l'intérêt qu'il peut tirer de la situation. C'est l'argent, c'est l'alliance éventuelle. Enfin, c'est un mot qu'il comprend, je ne sais pas, mais en tout cas, il comprend que peut-être qu'il peut se faire des copains en destroyant Kaamelott. Est-ce qu'il comprend que c'est Kaamelott qu'il est en train de détruire? Lui, il fait des affaires avec Léo Dagan. On revient sur la partie marchand que tu avais dit avec Oui, Sandra Astier, voilà, en fait. donc c'est pas très présent dans la série parce qu'ils sont en tête à tête, mais il vient quand même toujours pour avoir quelque chose. Quoi, on sait pas trop, mais alors bon, évidemment, il bouffe. On est à un repas, c'est facile, on invite des amis, on signe un contrat, on boit un bon verre et puis ça, la pilule passe mieux. Voilà, c'est ça. Et il se fait plus ou moins arnaquer à chaque fois, donc plus ou moins. Mais en tout cas, je ne sais pas trop ce qu'il vient faire. Est-ce qu'il le sait lui-même? Mais il sait qu'il va bien manger et que peut-être qu'il repartira avec un contrat de catapulte à construire, à vendre. Ou je me suis jamais fait trop ce film, parce que finalement, la scène, elle est là au moment où il n'y a pas de texte qui indique que. Mais c'est des guerriers, c'est des commerçants, donc ils sont... ils vendent, quoi. S'ils peuvent vendre, ils le font. Avant qu'on repasse sur les questions un peu plus poussées, entre guillemets, parce que c'est pas non plus... poussé, hein, c'est au taquet, là. On va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais j'aimerais bien que tu me racontes une autre anecdote. Vous pouvez répéter la question? J'aimerais bien que tu me racontes une autre anecdote de tournage. Mais on a pas mal parlé de la série. Et j'aimerais bien une petite anecdote de tournage sur le film, si tu en as une. Une anecdote, c'est les particularités d'un tournage. C'est juste que, je sais plus quel jour on tourne, mais deux jours de suite, le lundi, par exemple, on arrive, il fait super beau, il fait un peu froid, je crois que c'était avril-mars, mars-avril, c'est dans l'autre sens. Et on est quand même donc on domine un peu Saint-Étienne, tout ça, donc ça descend, on est à la Jasserie. Il fait un peu frais, mais super beau. Donc on voit très bien, on est censé voir très très bien Kaamelott. Et puis surtout, les comédiens autour de nous, on les voit, quoi. Et le lendemain, la même scène, ou une autre scène, mais on est toujours dans la même situation, je ne te vois pas. Donc là, c'est juste une anecdote de tournage. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. C'est juste, je plains le pauvre régisseur-producteur qui doit réorganiser le tournage. Alors, il y a machin qui tourne sur une autre série, il y a Bidule qui joue au théâtre, et donc il faut savoir qu'il faut tout déplacer de 3 jours, parce qu'on sait que la météo va être comme ça, et que donc, moi, on me dit, si tu veux, Guillaume, tu restes à l'hôtel à Lyon pendant 2 jours, et puis on reprend lundi en espérant qu'il fasse beau. Alors évidemment, ils ont les yeux rivés sur la météo, mais c'est les aléas, voilà. Tout ça. Là, on est en plein air, on est en extérieur, donc on n'est pas en studio bien au chaud. Donc il faut gérer ça, et il faut gérer un décor et, 15 comédiens. Toi, comédien, c'est pas très compliqué. Bon, c'est compliqué si tu as un autre tournage et d'autres trucs, mais en l'occurrence, c'était pas mon cas. Mais par exemple, Lionel Astier, il était au théâtre à ce moment-là. Il devait repartir, revenir. Enfin, c'était galère, quoi. Donc voilà, une anecdote. Ça tombe bien, à chaque fois, tu m'amènes la réponse qui me permet d'enchaîner sur votre question. C'est parfait. C'est extraordinaire. Mais je pense que c'est ça la réponse. Hein. Quand Alexandre Astier t'a rappelé pour Kaamelott premier volet, justement, donc il y a plusieurs questions. Tu vas voir pourquoi je te dis que est-ce que tu imaginais déjà que ton personnage allait avoir un rôle si important dans l'intrigue? Mais surtout, qu'est-ce qui a changé entre le tournage de la série et celui du film? C'est un peu ce que tu es en train de me raconter là. Et du coup, toi, de ta place d'acteur, qui va nous expliquer dans quel état d'esprit il arrive sur ce tournage, quel souvenir tu gardes de cette expérience? Parce que j'ai l'impression que tu as déjà commencé à nous raconter finalement la différence entre le tournage série et le tournage film. Le tournage série, c'est... Enfin, j'emploie toujours ce mot, c'est l'envergure. C'est-à-dire que le tournage série, c'est pas la différence de jeu, je dirais qu'elle est vocale, mais sinon le personnage, il faut le retrouver. La série, on est dans un studio. Alors moi, j'ai tourné que dans un studio, j'ai pas tourné dans des décors naturels, ni à Cinecittà, T'étais par pas exemple. à Cinecittà, toi, pour le livre 6? Non, okay. On a tourné à Lyon, dans le studio de Villeurbanne.
Exactement. Et donc la grande différence, c'est que tout d'un coup, en studio, t'es en studio, tes partenaires sont là, la caméra est prête. Et puis à la jasserie, tu vois Saint-Étienne à vol d'oiseau, les sapins, les machins, et on dit Kaamelott, et là le château de Kaamelott est pour toi. Et en plus, vraiment, c'est pas faux, on ne savait rien. C'est-à-dire Alexandre nous donnait notre texte, mais c'est tout, quoi. Donc on ne savait. On commençait à faire le scénario en croisant les phrases, on voit bien ce qu'on lit, mais c'est pas non plus hyper clair, quoi. Donc l'envergure, voilà, tout d'un coup t'es à l'extérieur, il faut parler, il faut porter. Là vraiment, il faut y aller. Alors t'as des micros, mais et puis t'es censé regarder toute ta troupe. En plus c'est ça, moi ma troupe Burgonde, elle était pas là. J'avais mes deux gardes du corps, c'était les femmes d'1m90 qui étaient avec moi. Il y avait 3, 4, 5 autres comédiens Burgonde, mais le fameux les guerriers Burgonde, je les ai jamais vus, moi. C'était un autre jour de tournage, un autre. Donc quand je fais trop, allez-y, en fait il y a personne. Il y a les caméras en bas, et puis c'est pas difficile de l'imaginer, mais l'art de faire croire que, quoi. Mais je me souviens qu'on s'était croisés à une époque avant que le film sorte, et tu m'avais dit non, mais moi je suis dans Kaamelott du premier volet, mais voilà, je suis là, j'ai un tout petit rôle, je fais une petite apparition. Oui. Et finalement, il n'y a pas ton personnage, le film change radicalement, parce que t'es quand même un élément déclencheur. Enfin, t'es quand même l'outil par lequel ils vont réussir. C'est toujours pareil, il y a l'impression, quand t'es comédien, il y a l'impression t'as une impression d'avoir fait ça. Alors 5 jours, ça devient important. 5 jours, on peut te voir. Si t'es pas coupé au montage, on peut te voir. Et puis là, évidemment, la scène est importante parce qu'en plus, je suis entouré de personnes importantes. Dame Célie, enfin tout le monde, le père. C'était une scène sans doute difficile. Enfin, c'est une scène essentielle. Effectivement, on peut pas la couper. Donc, dans le scénario, elle est indispensable. Donc, tout d'un coup, effectivement, elle prend son importance. Mais évidemment, si tu la prends à part, ça fait, je sais pas combien, 6 minutes. Mais peu importe. T'es juste heureux. Moi, je suis juste heureux d'être là à ce moment-là et d'avoir la chance d'être... c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, quand ça te fout un peu la chair de poule, quand t'as Alexandre qui est en train de travailler avec sa Louma, il a une Louma en dessous, et puis le premier plan, tu vois la Louma qui arrive, toi, t'es à 6 mètres, et truc. Je peux te dire, tu vois, c'est des trucs, tu fais pas du cinéma que pour ça, tu fais du cinéma pour jouer. Mais quand tout d'un coup, tu sais que ton personnage prend une importance parce que juste le plan de la caméra, le plan, le costume, tout, toi, t'es juste en dessous, toi, tu représentes un truc, et en dessous, t'as tout le décor, la perruque, le costume et le mouvement de la caméra. Le mouvement de la caméra, ça te grandit 10 fois plus que si t'avais un plan comme ça, et c'est très beau. Et puis, t'as tout le décor autour... C'est du cinéma. Là, on passe au cinéma, là, pour le coup. C'est ça, l'envergure. Et donc, moi, au risque de me répéter encore une fois, tu m'amènes exactement ce qu'il faut, parce que je trouve que dans Kaamelott premier volet, justement, tu dis que ton personnage, avec ce mouvement de caméra, tu sens qu'il prend de l'ampleur. Et moi, je dirais même que plus que prendre de l'ampleur, moi, j'ai eu l'impression qu'on assistait à un réel développement de ton personnage, parce que dans la série, le roi Burgonde, on sait qui il est, on le voit revenir régulièrement, et on n'a pas le temps de savoir qui c'est vraiment ce bonhomme. Oui. Comme tu disais, on joue vachement là-dessus. Mais moi, quand je le vois galérer à diriger son armée dans le film, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec Arthur, qui dans la série, justement, galérait à diriger son armée. Du coup, j'ai l'impression qu'on nous montre un autre chef qui essaye de faire quelque chose, mais qui arrive pas, parce que... Qui galère avec des gens qui arrivent pas, Faire bouger tous ces bonhommes-là, qui savent pas quoi faire, c'est compliqué. Et donc, la question que ça amène à te poser, c'est, selon toi, qu'est-ce qui va devenir ton personnage maintenant ? Parce que, est-ce qu'il va devenir un allié ? Est-ce qu'il va prendre une place autour de la table ronde ? Est-ce qu'il va repartir sur les routes pour rester l'envahisseur qu'il a toujours été, le marchand, le guerrier ? Et donc, en fait, très simplement, est-ce que tu penses qu'il y a une chance pour qu'on te revoie dans Kaamelott deuxième volet, et de quelle manière, quoi ? Moi, je me fais un film je me fais un trip de me retrouver, en gros, à la table ronde, même s'il fait que passer, parce qu'en fait, c'est un personnage, tu peux le faire passer, t'as 2 minutes de conversation, et puis il repart avec un peu d'argent, du poulet, après avoir mangé, ou je sais pas, c'est n'importe quoi. Mais là, il a quand même... alors, il n'est pas encore à la table ronde, mais Sting va être à la table ronde. Donc, il serait normal que Monsieur Burgonde se retrouve tout d'un coup, ou alors même qu'on lui fasse croire qu'il est devenu chevalier. Bon, comme il ne comprend pas trop, tout d'un coup, on dit,
Oui, ça y est, vous êtes chevalier de la table ronde. Mais en fait, lui, il part. Enfin, je sais pas, il arrive, il repart, mais il passe. Et donc, peut-être qu'à un moment, il se retrouve à côté de Sting. Voilà, bon, ça, c'est Guillaume Briat qui parle. C'est-à-dire que j'adorerais me retrouver dans cette situation-là, rien que pour rencontrer ce comédien, et pour être tout d'un coup, en tout cas, le personnage, évidemment, il y aurait cette fierté de ces personnages. Ça y est, j'ai trouvé, on m'a mis à la place que je mérite. J'ai pas sauvé, mais j'ai destroy Kaamelott. Donc, merci de me recevoir avec les formes, quoi. Et c'est marrant parce que quand on dit qu'Alexandre Astier écrit pour ses acteurs, justement, là, ce que tu dis, c'est une envie d'acteur, mais oui. c'est totalement cohérent avec le personnage aussi. Complètement, hein, tout à fait. Mais alors là, après, c'est que dans la tête d'Alexandre. C'est-à-dire qu'il pourrait le faire, peut-être que le roi Burgonde ne sera plus là du tout. Bon, il aura fait son boulot, et puis il y aura juste un clin d'œil comme quoi il était là dans le premier film, et comme quoi il a aidé au truc. Je ne sais pas du tout. Mais j'aimerais évidemment que le roi Burgonde s'installe de plus en plus. Mais effectivement, là, en peu de jours et en peu de scènes, il a pris une importance par son rôle dans l'action. Ce serait rigolo qu'il soit récompensé, peut-être pas avec moquerie, mais qu'il y ait une sorte d'ironie on est obligé de l'inviter parce qu'il nous a quand même bien aidé. Tu vois ce que je veux dire? Mais le coup que tu disais, on lui fait croire qu'il est à la table ronde. On lui fait croire qu'il est à la table ronde, mais en fait, donc il est très fier, il fait et puis c'est tout, en fait. Ça suffit. Et puis peut-être tous les Saxons ils disent ça suffit, on va pas traiter avec ce mec-là, quoi. Donc mais bon, on peut faire ce qu'on veut, parce qu'on peut faire ça, ou on peut dire au contraire qu'il lui offre vraiment une place, mais que lui il comprend pas, et du coup il est en mode non mais j'ai des catapultes devant, quoi. Oui, ça l'emmerde en fait. Il dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais t'es un allié, mec, pourquoi t'as des catapultes devant? Tout le temps, et c'est quand qu'on mange, quoi. C'est quand qu'on mange, la fameuse phrase. Maman, c'est quand qu'on mange. Tu t'imagines, le roi Burgonde à la table ronde, il va pas tenir 2 secondes. Qu'est-ce qu'on becte? Où sont les cacahuètes, quoi? Il y en a beaucoup qui tiennent pas 2 secondes d'ailleurs à la table ronde. Oui, tout à fait, mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Voilà, enfin, si j'étais auteur, ça serait facile d'imaginer les choses, et en tant que comédien, ça me plairait beaucoup de me retrouver là. Après, je ne sais rien du tout, donc on verra bien. Il fera bien ce qu'il a envie de faire avec ton personnage, mais en tout cas, le message est passé. Oui, voilà, le message est passé, mais c'est vraiment, la surprise du chef, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de raconter là, qu'est-ce que ça représente pour toi, ton passage dans Kaamelott au milieu de toute ta carrière? Et si je devais te demander ton projet actuel qui te tient le plus à cœur pour la suite, lequel ce serait? Dans les projets que tu as en cours ou qui vont arriver? Alors, écoute, pour répondre à cette deuxième question, le projet, j'en ai pas, moi. Je vois à très, très court terme. C'est-à-dire, comme tu le sais, j'ai un deuxième métier qui me permet de vivre. Donc, c'est concret. Donc j'en ai déjà parlé, je m'occupe de personnes handicapées. C'est un service d'aide à la personne, de personnes handicapées mentales, physiques, que j'amène, c'est pas médical, donc j'amène des gens au travail, boire un café, voir un film, des aveugles qui reconnaissent la voix du roi Burgonde, enfin voilà, par exemple, c'est assez étrange. Mais j'ai pas de projet, j'ai 2 projets qui sont totalement, illusoires, et donc c'est pas moi qui suis décideur, évidemment. Ça serait Kaamelott, et ça serait, ce qui serait absolument génial, mais comme toujours, on n'est pas propriétaire des rôles, ça serait de reprendre la voix d'Obélix dans le prochain Astérix, dessin animé Astérix, qui va être réalisé par Alain Chabat, pour Netflix. Donc là, c'est vraiment... travailler avec Alexandre Astier et après avec Alain Chabat, la chance extrême, quoi. Alors, les deux, en plus, ils se connaissent évidemment parfaitement. Alain Chabat, il doit me connaître un petit peu pour m'avoir vu dans le film. Mais bon, voilà, ça s'arrête là. Je ne sais pas, j'ai pas d'autres projets concrets. Je passe des castings de temps en temps, mais j'ai pas de choses actuelles dans les tiroirs qui vont se faire, quoi. Et donc, du coup, pour revenir sur la première partie de cette question, justement, oui, aujourd'hui, tu nous dis... Oh non, t'inquiète, il n'y a aucun souci, il y a beaucoup de questions, hein, donc on va prendre le temps. Hein. Quand tu nous dis, justement... que ce qui te tient, enfin, t'as pas de projet en cours, par contre, t'as ces 2 projets, Kaamelott et Astérix Obélix, qui te tiennent à cœur, 2 projets du coup qui ont été lancés finalement par Alexandre Astier, qui t'a appelé et qui a eu l'œil finalement pour ce parce qu'il t'a appelé, et ça n'a pas été une erreur de t'appeler, quoi, ça a vraiment marché. J'ai l'impression du coup que si t'étais pas passé par Kaamelott, ta carrière aurait été très différente. Eh ben, je te répondrais non. D'accord, non, mais c'est super intéressant. Oui, non, mais je te répondrais non, parce que Kaamelott, c'est... Alors, ma carrière, non.
ma vie, je sais pas, mais ma carrière, non, parce qu'en fait, Kaamelott ne m'a pas développé autre chose, en fait. C'est ça, on en parlait, il y avait quelqu'un qui posait une question tout à l'heure sur ça. Si pour certains d'entre nous, ça nous avait pas même peut-être bloqué dans des rôles. Alors moi, je ne sais pas, on est sûr de rien, on est bon. Alors des fois, je pense que des personnages comme ça, on va dire en costume ou en couleur, comme on peut dire, ça peut bloquer l'imagination de certains metteurs en scène. Et en même temps, je crois que tu as vu le court-métrage Georges, réalisé par David Koulizer. David Koulizer, c'est sur mon... J'avais mis ça sur... J'ai mis le film sur mon site internet. Oui. David Koulizer, c'est un fan de Kaamelott. Il est fan du Roi Burgon. Et le premier truc qu'il m'a proposé, c'est un truc qui n'a strictement rien à voir. C'est un monsieur, un petit bonhomme, en gros, qui vient tuer des gens chez eux. Enfin, tu vois, c'est... Et pourquoi ? Parce que lui, il a peut-être juste eu cette imagination-là de me voir dans autre chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça n'a pas, malheureusement ou pas, il y en a qui ont été vraiment remarqués, et c'est tout à fait normal, et qui continuent. Quand on voit Alban Lenoir, par exemple, il n'a pas tout de suite commencé après Kaamelott, mais maintenant, il n'arrête pas. Enfin, il fait en plus des succès. Il y a Lionel Astier, évidemment. Enfin, il y en a Audrey Fleurot, n'en parlons pas. Donc... c'est pas Kaamelott, moi, qui m'a empêché de travailler, mais en tout cas ça m'a pas développé d'autre chose, quoi. J'ai bien aimé la phrase que tu as dit au début, en fait, ça n'a pas changé grand chose dans ta carrière finalement, parce que c'est un projet. Non, dans ma carrière, c'est d'un coup j'ai pas eu plus d'appels en disant on veut absolument travailler avec vous. Après, dans ma vie, ça a changé, d'être là, de rencontrer des fans, d'avoir une popularité. Enfin, c'est ça qui est complètement fou, c'est que c'est un rôle quand même en taille qui est assez minime, mais qui a une vraie popularité. Enfin, moi, pour te donner un exemple, avant Kaamelott, j'ai travaillé 3 ans au Théâtre du Soleil, qui est une grosse compagnie de théâtre dirigée par Ariane Mouchkine. C'est une très grande compagnie, mais personne ne m'arrêtait dans la rue. Et c'est bien normal. Et j'allais pas travailler chez Ariane Mouchkine pour qu'on me reconnaisse dans la rue. Ni avec Alexandre Astier, non, d'ailleurs. Mais sauf que tu fais un épisode d'Alexandre Astier et on te tend une cuillère dans un magasin... donc tu comprends qu'on ne comprenne pas, tu vois. Et c'est la même chose. Tu fais une pub pour des haricots verts, on va dire « Oh, il était bon, vos haricots !» Parce que tout d'un coup, tu as 3 millions de personnes qui ont regardé la pub après le journal. Bah, c'est tout. C'est juste un nombre de personnes. Et pourtant, au théâtre, quand tu joues au théâtre, moi j'ai joué avec Ariane Mouchkine, on jouait devant 700 personnes tous les soirs. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas 3 millions, 6 millions... Et c'est pas les DVD, les rediffusions. Il y a ça aussi qui nous a fait connaître énormément, les rediffusions. Je parle, nous, les petits comédiens, les petits personnages. Tout d'un coup, il y avait des gens qui redécouvraient, en revoyant la série, des personnages qu'ils avaient pu zapper, quoi, voilà. Aujourd'hui, on est tous présents au Leasing Self-Fest pour l'association Faire danser Louise, qui est une association du coup qui a pour but d'accompagner une petite fille atteinte de paralysie cérébrale. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir aujourd'hui ? Ce qui m'a donné envie, c'est, j'allais dire tout simplement, les enfants malades. Voilà, enfin, ce serait comme un titre, mais les adultes malades, c'est déjà rageant. Donc les enfants malades, c'est d'autant plus rageant. Moi, j'ai été un enfant malade. J'en parle toujours, mais c'est important. Donc, évidemment, quand on me dit, est-ce que ça vous intéresserait ? Beau était à l'initiative de ça. Il nous a invités, il nous a proposé. Il nous dit, Beau Gauthier de Carmoal, nous a proposé. Il nous dit, il y a ça qui est en train de se préparer. Est-ce que ça vous intéresserait de faire ça ? On est bien évidemment bénévole, bien sûr, et donc ça m'a touché tout de suite parce que je connais ça par cœur, quoi. Voilà, je connais le parcours, je connais ça par cœur en tant qu'enfant malade, ancien enfant malade, et je connais ça par cœur par rapport aux parents qui doivent s'occuper d'un enfant malade. Ces deux-là sont assez extraordinaires. Enfin, ils ont une énergie dingue. Ils ont fait ça, ce festival, ils l'organisent tous les deux. Alors, ils sont très, très bien entourés, mais c'est du boulot. C'est énorme. Donc, c'est très touchant. Et puis, c'est toujours pareil. À travers Louise, on parle d'autres maladies orphelines ou je ne sais plus quel est l'autre terme. C'est des maladies, en fait, qui ne sont pas, finalement... Il n'y a pas de traitement. Il y a à peine de la recherche. Donc, il y a des protocoles, il y a des machins, on fait des trucs, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que tel médicament peut servir à telle maladie. Là, c'est un truc particulier.
Mais donc voilà, c'est touchant. Enfin, genre, on serait vraiment. Alors soit on le fait pas, c'est pas grave, on serait pas des salauds de pas le faire. Mais bon, là on est invités, on est plusieurs comédiens de Kaamelott, ce qui est assez sympathique de se retrouver avec des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Voilà. On va dire que c'est évidemment pour la bonne cause, pour une petite fille qui est en fauteuil, qui marche un peu, qui parle, qui a réussi à parler alors qu'elle avait des difficultés. Au début, elle a appris le langage des signes parce qu'on ne savait pas si elle parlerait. Finalement, elle parle et elle comprend. Elle comprend d'abord et elle parle, elle répond. Donc bon, voilà, on a envie d'aider entre guillemets à notre petit niveau, quoi, en étant présent. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je t'en prie, Guillaume. Et je tiens vraiment à te remercier sincèrement parce que pour moi, du coup, cette rencontre, c'est pas une rencontre parce qu'on se connaît déjà, on s'est déjà rencontrés. Oui. Par contre, c'est une vraie rencontre du coup pour mes abonnés qui découvrent cette vidéo. Et je suis vraiment très content de faire cette vidéo avec toi parce qu'à chaque fois, les discussions, c'est un plaisir et c'est un régal. Merci. Et là, je trouve que tu nous as sacrément gâtés avec tes réponses. Et ça fait plaisir en fait de commencer, vu que tu es la première interview qu'on fait sur le Leasing Self-Fest, de commencer avec toi parce que je savais que ça allait être exactement ce que j'attends de ce format, rencontrer la personne qui a derrière le rôle, et je trouve que la personne mérite d'être connue et je suis vraiment content. Merci à toi, c'est très gentil. Qu'on fasse ça là. Et donc du coup, vu qu'on arrive à la fin, oui. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Donc c'est impossible. Ça peut être un mot, ça peut être 10 minutes, tu fais ce que tu veux. Bah écoute, on est là pour Louise, donc j'irais oui... allons faire danser Louise, vraiment, allons faire danser Louise, c'est-à-dire aidons là, alors là c'est de l'argent qui aide ne serait-ce qu'à acheter un déambulateur qui vaut une fortune et qui n'est pas remboursé, enfin c'est ces choses-là, donc là on est vraiment là pour elle, donc pour elle et pour cette cause et pour ces maladies-là qui sont rares, voilà, maladies rares tout simplement. Orpheline c'est un peu pareil, mais maladies rares, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore les éléments on n'a pas un début de commencement de soins, quoi. Donc, t'imagines les parents qui sont quand même très démunis sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, je crois que c'est pas une maladie évolutive, donc elle reste comme ça. Elle peut plutôt évoluer dans le bon sens, mieux marcher, mieux apprendre, tout ça. C'est une bonne cause. Il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de maladies rares, il y a beaucoup de maladies pas soignées. On est plutôt vraiment gâtés en France. On a encore quand même une très bonne médecine, mais il y a des trucs qui passent à la trappe, quoi. Alors évidemment, souvent, c'est une question d'argent, de recherche. Des fois, il y a des recherches. Moi, je connais une enfant qui a une maladie rare. Ben, il y a un protocole qui se fait en Italie et à New York. Donc évidemment, les parents n'ont pas été à New York, c'est plus compliqué. Donc ils font le protocole en Italie. Et le médicament qu'on leur envoie, il est surgelé. C'est des gouttes à mettre dans les yeux, donc c'est pas grand-chose. Mais si elle n'a pas ça, elle a cette petite maladie qui continue à se développer. Donc c'est ça, une maladie rare. C'est un truc qui est en gestation, quand on fait des recherches, on trouve ou pas. Et puis là, c'est du concret. On aide finalement les parents et les associations pour acheter des choses concrètes, des lits médicaux. Je ne sais pas trop d'ailleurs en fait ce qu'on peut. Mais voilà, un déambulateur, ça coûte une fortune et c'est pas remboursé ou très peu. Donc, Monsieur Macron, Monsieur le Président, a fait une annonce comme quoi il y aurait peut-être justement des remboursements plus importants à l'avenir. On verra bien, mais c'est vrai que pour les parents, c'est parfois la double peine, quoi, d'avoir un enfant malade et d'être dans le besoin et de ne pas pouvoir aider pour des choses quand même assez de la vie de tous les jours. Voilà. Eh ben, merci à toi, Guillaume. Merci beaucoup. À bientôt.